Bonjour Olivier Véran. Bonjour. Et bonjour Agathe Lambray. Bonjour, Désormais bonjour à mes côtés du vendredi au dimanche tous les matins sur France Info. Olivier Véran, hier à Annecy, un homme a donc attaqué au couteau des enfants dans un parc de la ville. 4 enfants sont en urgence absolue ce matin. 2 adultes ont également été blessés, dont un très sérieusement. D'abord, est-ce que vous avez des nouvelles des enfants ? Aux dernières nouvelles que j'ai, mais qui sont des nouvelles qui ne sont pas stabilisées. Donc attention, il y aurait encore 2 enfants qui seraient en situation d'urgence forte. Ça veut dire qu'il y a 2 enfants qui vont mieux. Avec des interventions chirurgicales qui ont été réalisées. Aller mieux, honnêtement, je n'ai pas accès au dossier médical. De ce que je sais, il y aurait encore 2 enfants qui seraient considérés en urgence absolue, urgence vitale. Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont été ciblés par cet homme qui est donc un homme de 31 ans, un réfugié syrien ? Je crois qu'il n'y a rien qui pourra jamais justifier ni jamais expliquer pourquoi des enfants pourraient être la cible d'un homme, quel qu'il soit. Je veux dire, dans notre parcours d'humain, dans notre capacité à avoir de l'empathie, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Donc on cherche tous des réponses, non pas une explication. On ne peut pas expliquer ce qui est inexplicable. On cherche des réponses, il faudra qu'elles soient données dans tous les registres, le moment venu. Là, on est vraiment dans le temps de l'émotion. J'imagine que, comme moi, vous avez passé une soirée encore bouleversée, une nuit, à tenter de saisir comment est-ce que... C'est un drame qui touche tout le monde, tous les Français sont touchés par ce drame. Et qui met même en tension notre capacité d'humain. Il y a une limite, il y a une barrière qui est franchie, il y a une frontière qui est franchie quand vous en prenez de cette manière-là à des enfants. Olivier Véran, l'auteur... Et à des adultes d'ailleurs, parce que les adultes ont aussi été victimes. Dont une personne sérieusement atteinte, Agathe Lambray. Olivier Véran, l'auteur présumé est un Syrien de 31 ans. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède. Il a crié au nom de Jésus-Christ lors de l'attaque. Le mobile terroriste n'apparaît pas à ce stade. Il y a une évaluation parce que c'est l'usage. Vous dites qu'il n'y a pas de réponse, mais certains ont des réponses. Est-ce que, comme la droite et l'extrême droite, vous faites le lien entre l'immigration et ce drame ? Mais je vous redis, il y a des questions qui sont légitimes, que vous posez, que vous me posez et que je me pose. Il y aura des réponses qui devront être apportées, mais quand on les aura. Moi, je ne les ai pas. Il y aura une évaluation psychiatrique ce matin de l'individu. Il doit être interrogé par les forces de l'ordre, par la justice, dans un fonctionnement républicain, pour comprendre les choses. Mais franchement, je ne comprends pas qu'on veuille être, alors qu'on est dans le temps de l'émotion, du choc, de l'état de choc, il y a des gamins qui sont au bloc opératoire, que les uns et les autres commencent à s'adonner à un jeu, je trouve assez malsain, des explications, des justifications de part au machin, etc. C'est pas le moment de le faire. Donc il y aura des réponses qui seront apportées. Il faut de la transparence, c'est une évidence. Et il faut tout faire pour que ce genre de drame ne se reproduise pas. Mais une fois qu'on aura fait ce travail préliminaire. Est-ce que vous trouvez que certaines oppositions sont allées trop vite, qu'il y a eu une forme d'indécence dans les réactions politiques hier ? En fait, m'inscrire en porte-à-faux vis-à-vis des oppositions, ce serait moi-même mettre mes pas dans les pas de la polémique que certains ont essayé d'initier. Vous venez de dire quand même que vous trouvez ça malsain. Mais non, je trouve malsain sans cibler personne. Je considère, en tant que Français, que citoyen, que ministre de la République, je considère qu'il y a un temps qui est le temps de l'émotion, qu'il y a un temps qui est le temps de l'enquête, et qu'il y a un temps qui est le temps des explications. Et après viendra le temps politique, s'il y a un temps politique qui doit venir. Et je suis convaincu que ce n'est pas ce qu'attendent de nous aujourd'hui les gens, que d'avoir des engueulades ou des discussions de comptoir autour de savoir si machin ou machin. Je crois que ce n'est pas le moment. Voilà. Je vous le dis avec un peu d'émotion parce que la classe politique, elle n'est pas aimée dans notre pays. Mais je le dis en tant que ministre du Renouveau démocratique. Les gens ne nous font pas confiance, nous délégitiment sitôt élus. Et je considère qu'être à la hauteur, c'est aussi être à la hauteur de l'émotion des gens et de respecter une phase de recueillement. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron se rend sur place, le chef de l'État. Le président de la République, il est important qu'il aille sur place. Et il va y aller ce matin. Il y aura tout son parcours qui sera bientôt donné aux uns et aux autres. Il est important qu'il aille sur place. J'imagine, je n'ai pas la réponse, mais j'imagine qu'il ira à la rencontre de victimes et de proches, qu'il a besoin de rencontrer sur place les acteurs pour saisir ce qui a pu se passer et saluer aussi, j'imagine, la réactivité des forces de l'ordre ou des civils qui ont fait preuve de beaucoup de courage dans la période d'hier. Ce déplacement du chef de l'État, c'est donc un déplacement sous le signe de l'émotion, d'abord et avant tout. L'Élysée communiquera, mais je suis convaincu que ce n'est pas un déplacement qui vise à créer évidemment
des polémiques ou des discords dans la période que nous connaissons. Voilà. On sait, la classe politique, c'est se disputer, c'est débattre quand il le faut, et ça ne veut pas dire que ce ne sera pas légitime de le faire à un moment donné. Je n'en sais rien. Je vous dis juste qu'on n'a pas les réponses aujourd'hui et que ce n'est pas le moment de le faire. Et malgré tout, certains le font déjà. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même des enseignements à tirer de ces événements? Je voudrais qu'on écoute Olivier Marleix, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il est dans le flux, il est dans le nombre, il est dans la masse. Aujourd'hui, vous avez à Paris des gymnases entiers qui sont remplis de gens qui viennent de Syrie, des gymnases entiers. On ne sait pas qui sont ces gens, on est incapable de savoir quel est leur passé. Est-ce qu'ils ont été victimes ou est-ce qu'ils ont été bourreaux? On n'en sait rien. Qu'est-ce que vous lui répondez, Olivier Véran? C'est qu'il est normal qu'un responsable politique veuille apporter des réponses aux Français quand les Français ont des questions. Je dis que ces réponses, pour les apporter, il faut les avoir, encore une fois. Donc je ne peux pas vous faire une réponse différente. Je ne m'inscrirai pas dans la polémique qui consiste à pointer, à ostraciser ou à critiquer ou à débattre. Ce n'est pas le moment de le faire. Je le redis, je le dis volontiers à Olivier Marleix, je le dis à tous ceux qui ont pu intervenir sur ce terrain-là hier. Ce que les Français attendent de nous, ce sont des réponses. Est-ce qu'on les a aujourd'hui? Non. Donc commenter ce qu'on ne sait pas commenter me semble ne pas faire preuve de décence. Pas non, mais de bon jugement, voilà, dans la période. Olivier Marleix. D'ailleurs, c'est ce que me disaient des gens que j'ai vus, y compris ce matin, en leur disant que vous inspire ça hier soir. Les gens me disent, on veut, en ce moment, là, on veut du silence, du recueillement, et on veut ensuite des réponses. Oui, mais sauf que Marine Le Pen, par exemple, aujourd'hui aussi pointe certaines défaillances et elle fait une liste de défaillances assez concrètes ce matin sur Europe 1. Pour l'ancienne candidate à la présidentielle, c'est évident, il y a eu des défaillances. D'abord parce que l'auteur présumé aurait dû faire l'objet d'une procédure accélérée en 15 jours, puisqu'il avait déjà le statut de réfugié dans un autre pays de l'Union européenne. Il aurait dû aussi être renvoyé dans ce pays, mais ça n'a pas été le cas. Ensuite, pour se déplacer librement dans Schengen, c'est la règle pour les réfugiés. Elle affirme qu'il aurait dû malgré tout avoir un titre de voyage pour réfugiés afin de pouvoir circuler. Ça n'a pas été le cas. Et enfin, elle précise que ces réfugiés, au bout de 3 mois, normalement, à moins de travailler, par exemple, ils ne peuvent pas rester sur le territoire. Or, selon les premiers éléments, cette personne était depuis bien plus de 3 mois sur le territoire français. Donc, est-ce qu'on peut se poser les questions ou est-ce qu'il n'y a pas de règles et à partir du moment où on est réfugié, on peut se balader d'un pays à l'autre et faire absolument ce qu'on veut? Madame Le Pen ne pose pas des questions, elle pose des affirmations qui, en l'occurrence, me semblent, au regard du droit, erronées. C'est-à-dire Erroné, c'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a eu l'occasion de s'exprimer sur le dossier. La personne qui est en Europe, au sein de l'Union européenne depuis 2013, de manière régulière, puisqu'elle a obtenu le droit d'asile, a fait une demande d'asile. En quelques mois, il a été convoqué par les services de l'OFPRA qui lui ont signifié le fait qu'il disposait déjà du droit d'asile en Suède. Il était normal que son dossier soit réexaminé puisque les conditions d'acceptation de l'asile en Suède et en France ne sont pas les mêmes. Donc il était normal qu'il soit en France le temps de l'examen de son dossier. C'est ce que vous dites, même si ça a pris plus de 3 mois. Il était normal que son dossier soit examiné et qu'on ne l'envoie pas bouler au moment du dépôt, parce que les conventions internationales stipulent qu'il faut toujours examiner, et la France s'y engage, une demande d'asile lorsqu'elle est déposée, d'accord ? Donc, à partir de là, il lui a été signifié qu'il n'avait plus vocation à rester. Il avait 1 mois pour faire appel. On était dans ce mois coulant. Mais encore une fois, je vous dis, pour moi, la question principale à laquelle nous devons répondre collectivement, et qui est sûre, c'est évidemment moins une question politique comme les affectionne Madame Le Pen, c'est une question qui est qu'est-ce qui peut, non pas expliquer, jamais, mais comment un individu, un humain, peut en arriver à commettre un acte d'une telle violence à l'encontre d'un public le ministre de l'Intérieur de petits. Note d'ailleurs une coïncidence dans le fait qu'il a obtenu un refus de sa demande en France 4 jours avant ce passage à l'acte. Refus parce qu'il avait déjà un statut obtenu en Suède. Vous voyez aussi cette coïncidence? Il y a peut-être un lien à chercher de ce côté-là? On verra, encore une fois, il y a une enquête. Ni vous ni moi ne sommes enquêteurs. Enfin, je pense qu'il faut regarder de l'autre côté. Mais ces questions que vous posez et les interventions des uns et des autres, tout le monde se les pose. Elles appelleront. Elles appellent des réponses le moment venu, lorsqu'on les a. Je peux répéter que la même chose ce matin, sinon je m'inscrirai encore moi-même dans une polémique que je suis en train de dénoncer. Vous restez avec nous. Que le gouvernement ne peut pas grand-chose dans ce genre de situation. Et je reconnais qu'on a un service d'enquête, que je reconnais qu'il y a un homme qui est actuellement en prison, qui est interrogé par des enquêteurs, qui va être expertisé ce matin par un psychiatre, qu'il y a des enquêteurs à travers l'Europe qui sont en train de faire leur travail auprès de ceux qui connaissent cette personne pour tenter de saisir le parcours et ce qui a pu conduire
un être humain doté d'un cerveau, d'une âme, d'un cœur, en toute théorie, à commettre un acte d'une telle barbarie. 8h42, Olivier Véran, c'est l'heure du fil info, Sophie Echen. 2 jeunes enfants sont toujours en urgence absolue au lendemain de l'attaque au couteau à Annecy dans un parc. Le principal suspect, un réfugié syrien de 31 ans, doit passer de nouveaux examens médicaux et psychologiques ce matin. Hier soir, une cinquantaine de militants d'ultra-droite se sont rassemblés sur les lieux du drame en chantant la Marseillaise et en scandant des slogans nationalistes. Donald Trump, une nouvelle fois inculpé par la justice fédérale cette fois. C'est une première pour un ancien président américain. Il lui est reproché d'avoir quitté la Maison-Blanche en 2021 en emportant des cartons entiers de dossiers, parfois classés secret défense. Un espoir pour les personnes souffrant de Covid long, alors que la maladie qu'on ne peut toujours pas expliquer affecte une personne sur 10 qui contracte le virus, selon l'OMS. Un médicament contre le diabète, répandu et bon marché, réduit le risque de développer un Covid long de 40%. Et puis bientôt, un coup de neuf sur la ligne Bordeaux-Marseille. L'État va investir 450 millions d'euros pour remplacer les vieux trains corail par de nouvelles rames, une vingtaine qui doivent être livrées d'ici 4 ans. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambré, Laurin Sénéchal. Toujours avec Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Olivier Véran, le gouvernement planche en ce moment sur un projet de loi sur l'immigration. Concrètement, est-ce que votre projet aurait permis d'éviter ce genre de drame ? Je crois avoir essayé de répondre de la meilleure manière qui soit à la question que vous m'avez posée. Nous n'avons pas les réponses. On a besoin de légiférer sur la question de l'immigration et de l'intégration. Mais je vais vous répondre parce qu'il faut qu'on bascule effectivement vers cette question importante de la réforme de l'immigration, mais je la dissocie volontairement de ce qui est arrivé hier. Je le dis ici en préambule. On a besoin de réformer le droit. D'ailleurs, l'Europe considère qu'elle a besoin aussi de réformer le droit en matière d'immigration. Et hier, il y a une décision européenne importante qui a été adoptée, qui vise à mieux travailler avec les pays qui sont les pays dans lesquels arrivent en première ligne les immigrés ou les réfugiés qui veulent rentrer en Europe, de manière à mieux harmoniser la répartition des personnes dans l'Union européenne et d'être plus efficace aussi dans le refus ou dans l'expulsion de ceux qui n'ont pas vocation à y rester. Donc vous voyez qu'au niveau européen, ça bouge et c'est important. 30 000 personnes au sein des pays de l'Union européenne, c'est ça, 30 000 et demandeurs d'asile. Si ma mémoire est bonne, ça pourra monter à 120 000 en réalité par les différents mécanismes. Sachant que l'an dernier, rien qu'en France, il y a eu 130 000 demandes d'asile. 120 000 qui sont déjà mieux répartis. Il y en a qui sont logiquement répartis dans tous ceux qu'on enregistre en France. Il y en a qui ne le sont pas. Et donc l'idée, c'est de mieux travailler en européen pour faire en sorte que les pays qui voient arriver des personnes de l'extérieur de l'Europe fassent le job. Et donc ça, c'est un accord européen. Ça, c'est un accord européen. Mais ce qui veut dire que ça bouge aussi au niveau européen. Ouais. Et on ne peut pas parler d'immigration sans parler droit européen. Ce serait illusoire. Ensuite, sur le projet de loi immigration, nous, ce qu'on vise, je le redis bien volontiers, c'est expulser les personnes qui n'ont pas vocation à rester, qui ont reçu ce qu'on appelle le fameux OQTF. C'est les obligations de quitter le territoire français. Voilà, c'est être capable de répondre plus vite et de manière définitive à tous ceux qui demandent l'asile mais qui n'ont pas vocation à l'obtenir, souvent parce qu'ils viennent d'ailleurs de pays qui ne sont pas des pays en tension ou des pays en guerre. Et c'est aussi permettre à ceux qui ont vocation à rester de pouvoir travailler plus vite, surtout lorsqu'on a besoin d'eux dans des métiers qui sont en tension. Donc aucun de ces cas de figure-là ne me semble correspondre à la situation Le évoquée. titre de séjour métier en tension, il figurera dans votre projet de loi, même si la droite a déjà dit, vous devez avoir un accord avec la droite pour faire passer le texte, a déjà dit qu'elle n'en voulait pas. Vous connaissez notre ADN politique, c'est d'être pragmatique, efficace, juste, humaniste. Donc, mais c'est pragmatique justement d'aller contre un éventuel accord politique. Mais qu'est-ce qui est bon pour le pays, c'est que quelques députés d'un parti soient d'accord, ou c'est que des milliers de chefs d'entreprise puissent faire tourner les restaurants, les boîtes de BTP, et des milliers de personnes aujourd'hui sans revenus et qui n'ont pas de logement et qui coûtent à l'État puissent apporter à l'État travailler. Bon, le côté pragmatique, c'est en définitive ce qui se passera une fois que la loi aura été adoptée. Le reste, ce sera de la mousse. Toute la période qu'on connaît là sur la recherche d'accords qui est importante, mais ça s'arrête à partir du moment où la loi est votée. Et derrière, ce qui compte, c'est ce que dit la loi. Enfin, je crois que pour les Français, c'est plus important. Pour qu'elle soit votée, il faut un accord. Et donc un accord avec la droite. Là, je suis tout à fait de votre avis. Pour que la loi soit votée, il faut un accord. Et là, vous êtes en train de parler Mais moi, ce que je vous dis, c'est que dans la mesure que refuse la droite. Mais dans la mesure où on propose quelque chose qui est demandé par des chefs d'entreprise, qui est demandé par de nombreux Français, qui va dans un sens de l'efficacité de la justice, c'est plutôt à ceux qui ne sont pas d'accord d'expliquer pourquoi il ne le serait pas en réalité. Parce que ce projet de loi, il aurait été porté par la droite, sous un gouvernement de droite, par la gauche, sous un gouvernement de gauche, il aurait été voté. Donc là, on est dans la politique aérie. C'est à nous, effectivement, de faire atterrir les choses en proposant des ouvertures aux uns et aux autres à la recherche d'un consensus. Mais je le redis, ce qu'on présente dans notre projet de loi,
initial, c'est quelque chose qui améliore la situation. Et vous pensez qu'un accord est possible, Olivier Véran? Parce qu'à vous entendre, on constate une fois de plus l'abîme entre votre position et la réaction des Républicains après ce drame. Vous pensez que vous allez y arriver? C'est tout le travail qui est le nôtre. Les Républicains ont fait des propositions. Bon, on les regarde d'ailleurs. C'est important qu'ils le fassent. Je le redis ici, c'est important que la gauche se mette à faire des propositions, parce que je considère que la gauche de gouvernement, elle a quand même vocation à s'intéresser à la question de l'immigration et de l'intégration. Je note que dans tous les pays où elle ne le fait pas, elle disparaît, et que dans tous les pays où elle le fait, elle remonte. Donc j'attends, et il faut aussi qu'on aille un peu les chercher pour qu'ils nous disent, parce que là, ils se taisent. Mais le silence ne fait pas avancer les choses. Alors la droite parle beaucoup de ces sujets. Est-ce que vous voulez toucher à l'aide médicale d'État, par exemple la droite voudrait en réduire la voilure? La droite a proposé une proposition de résolution au Parlement qui visait à remplacer l'aide médicale d'État par des soins dits urgents, et notre majorité et la majorité au Parlement a voté non. Pourquoi? Donc on ne touche pas à l'AME. Mais non, mais si. Alors, il y a deux choses différentes. Oui. Est-ce qu'il faut supprimer l'aide médicale d'État? Non. Est-ce qu'il faut amoindrir l'aide médicale d'État pour la remplacer par un dispositif de soins urgents? À l'évidence, non. Et les députés ont voté en ce sens, tant mieux. Et pourquoi est-ce qu'il faut s'interroger? Parce que la droite dit ça coûte trop cher. Mais il y a eu un rapport de l'inspection générale des finances que j'avais moi-même reçu lorsque j'étais rapporteur général au ministre, qui explique que qu'en réalité, l'aide médicale d'État évite des surdépenses, ce qui permet de traiter plutôt des maladies souvent infectieuses qui, si elles flambaient, coûteraient beaucoup plus à la solidarité nationale. Et je ne connais pas un seul médecin ou une seule infirmière qui refuserait de soigner quelqu'un qui est malade parce qu'il n'aurait pas le bon papier. Pour autant, est-ce qu'il faut s'interroger sur le contenu du panier de soins? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut encore toiletter? On le fait tous les 2-3 ans en général. Oui, donc on peut discuter de l'aide médicale d'État pour la rendre à la fois plus opérationnelle et peut-être la recentrer sur les besoins les plus fréquemment exprimés. Oui, parce que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, lui, a clairement dit oui à la droite pour discuter d'une réforme de l'aide médicale d'État. Des modalités. Il n'y a aucune nuance entre le ministre de l'Intérieur et vous sur ce sujet. Pas de l'esprit de l'aide médicale d'État. Encore une fois, la non-assistance à personne en danger n'est pas dans l'ADN de nos blouses blanches. Dernière chose sur ce sujet, Olivier Véran, et après on parlera dans un instant de la proposition de loi Lyotte qui a été avortée hier. Est-ce qu'il faut toucher à l'accord franco-algérien de 1968? C'est ce que demande votre ancien Premier ministre Édouard Philippe lui-même. Je n'ai pas de réponse gouvernementale à vous donner à cette question. D'abord, je note qu'Édouard Philippe a contribué au débat, et c'est important qu'il le fasse, comme responsable politique, ancien Premier ministre, et responsable d'un groupe de la majorité, d'un parti de la majorité. Il trouve que cet accord donne trop de droits aux il salue d'abord le contenu, Algériens. Il salue d'abord le contenu du projet de loi gouvernemental, je le rappelle, et ensuite, effectivement, il ouvre un certain nombre de pistes de réflexion de manière à ce qu'on soit plus efficace. Et donc, ça fait partie des éléments qui seront mis au débat. Je n'ai pas la réponse à vous apporter ce matin. Il y aura un débat sur cet accord. Mais il y a des débats sur l'ensemble des propositions des uns et des autres, puisqu'on a dit nous-mêmes qu'on était à la recherche, vous m'avez posé la question tout à l'heure, d'un accord politique. Merci Olivier Véran, vous restez avec nous à 8h50. On va revenir donc dans un instant sur cette proposition de loi finalement qui n'a même pas été votée à l'Assemblée et qui voulait abroger la réforme de la retraite à 64 ans. On va revenir là-dessus dans un tout petit instant. 8h51, c'est l'heure du Fil Info avec Sophie Echen. Emmanuel et Brigitte Macron attendus à Annecy aujourd'hui au chevet des victimes de l'attaque au couteau hier dans le parc du Paquier. 6 blessés dont plusieurs enfants, 2 sont toujours en urgence absolue ce matin. Le principal suspect, un réfugié syrien de 31 ans, est toujours en garde à vue. Il doit passer de nouveaux examens médicaux dans les prochaines heures. Alexandre Benalla de retour devant la justice à partir d'aujourd'hui, jugé par la Cour d'appel de Paris, toujours dans l'affaire des violences lors du 1er mai 2018. Il avait été condamné à 1 an de prison ferme en première instance. Le Canada subit toujours des incendies sans précédent, plus de 400 feux en ce moment dans tout le pays, 150 rien qu'au Québec où 13 000 personnes ont dû évacuer. Aux urgences, les patients de plus de 75 ans qui passent une nuit sur un brancard ont presque 50% de risque supplémentaire de mourir. Résultat d'une étude menée dans une centaine de services d'urgence en France. Selon le syndicat SAMU Urgence de France, 150 morts auraient pu être évitées entre décembre et janvier dernier. France Info. Le 8-30 France Info. Agathe Lambré, Laurent Sénéchal. Toujours avec Olivier Véran, porte-parole du gouvernement. Hier, la majorité a réussi à éviter un vote sur l'abrogation de la réforme des retraites, une fois de plus. Marine Le Pen vous reproche d'avoir eu peur du peuple et peur du vote. Est-ce que vous avez eu peur de perdre, Olivier Véran? Et est-ce que ça n'aurait pas eu du panache d'aller au vote, quitte à le perdre? Pardon, il y a eu un vote la semaine dernière, en commission.
Et Liot a perdu. Enfin, on a eu une majorité de 4 voix en commission, sur à peu près 70 députés, pour repousser... Mais vous avez la majorité en commission. Excusez-nous d'avoir... C'est pas la même composition excusez-nous. que celle de l'Assemblée. En fait, on perd à chaque fois, en fait. C'est-à-dire que quand on gagne au vote, on perd. Quand il n'y a pas de vote parce qu'ils retirent leur texte, ce qui s'est passé hier, on perd. Plénière. Non, attendez. C'est ça le sujet, c'est qu'il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée sur un texte aussi important. Un des votes, il y en a eu plusieurs. D'accord ? Mais pas à l'Assemblée. Je rappelle qu'à la base, en première lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement voulait débattre de l'ensemble de la loi. Et qu'il y a eu une obstruction qui est venue de l'opposition, qui ensuite a hurlé en disant qu'ils n'avaient pas eu le temps d'examiner tout le texte. Bon. Ensuite, ils ont dit, nous avons déclenché un 49-3, c'est-à-dire que nous avons demandé aux députés de voter pour ou contre la confiance. Oui. S'ils avaient voté contre la confiance... Sur le texte, mais sur le gouvernement. Pardon, mais si. Le texte ensuite est parti au Sénat, qui l'a voté, ensuite il y a un accord en commission mixte paritaire. Puis c'est revenu à l'Assemblée, et cette fois-ci, vous avez fait le choix du 49-3. S'ils avaient voté contre la confiance, le texte tombait. Bon, donc il y a eu un vote. Ensuite, ils décident on saisit le Conseil constitutionnel qui dit on valide. On remplit encore cette étape. Ensuite, il y a un truc qui est unique dans l'histoire de la Ve République. Il y a une volonté d'abroger une loi qui n'est pas encore promulguée à travers une proposition de loi. Elle est déposée en commission, il y a un vote. Le vote dit on n'abroge pas la loi. Et ils veulent ensuite revenir dans l'hémicycle avec un amendement à 15 milliards, qui est contraire à la Constitution. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas y avoir de débat sur cet amendement-là. Et là, ils décident de retirer leur texte. Donc, encore une fois, on peut faire toute l'écume qu'on veut, toute la mousse. On peut ne pas être d'accord avec la réforme des retraites, dire que les choses ont été... Peu importe, les mécanismes démocratiques sont allés vraiment aller au bout. La page est tournée, Olivier Véran, la page de la réforme des retraites. Le match est en train de se terminer, disait il y a quelques jours Laurent Berger de la CFDT. Là où nous avons besoin des syndicats, et d'ailleurs ils travaillent avec nous, c'est pour les conditions d'application. Quand on parle de l'emploi des seniors, par exemple, quand on parle des carrières longues, nous on veut que tout soit applicable à partir du début de l'automne à venir. Et pour ça, on a besoin des partenaires sociaux. Les mesures entre guillemets sucrées qui avaient été enlevées par le Conseil constitutionnel. Et y compris pour ces mesures-là, mais aussi pour discuter du reste. Je vous rappelle qu'actuellement, les syndicats et le patronat sont en train de définir leur volonté d'un agenda social pour pouvoir venir voir la Première ministre et les ministres concernés pour dire voilà les sujets dont on a envie de parler avec vous maintenant. Donc on avance, on travaille. Et de fait, c'est ça qui est important à mes yeux, c'est que la France progresse et avance. On a déposé en Conseil des ministres un texte qui reprend un accord des syndicats, ce qu'on appelle le partage de la valeur, c'est-à-dire comment on fait pour que les salariés gagnent plus d'argent quand l'entreprise gagne plus d'argent. C'est l'intéressement à la participation, notamment pour les petites entreprises. Agathe Lambré. Pour avancer, pour tourner la page, vous mettez aussi sur la table une réforme qui crispe les syndicats, c'est la réforme du RSA, le revenu de solidarité active. Ces bénéficiaires, désormais, devront s'engager à 15 à 20 heures d'activité d'insertion hebdomadaire sous peine de sanction. Le versement de leur indemnité, par exemple, pourrait être supprimé. Écoutez ce qu'en pense Laurent Berger, le patron de la CFDT. On a une stigmatisation des personnes les plus en difficulté dans nos sociétés de la part de ce gouvernement. C'est inacceptable, c'est intolérable. J'en ai assez. Il y a une vraie stigmatisation. C'est pas des gens qui bénéficient du RSA, c'est pas tous. T'as qu'à bosser, espèce de feignasse. Loin s'en faut. C'est un accompagnement vraiment réel, professionnel qu'il faut faire. Vous réussissez encore une fois à vous mettre à dos les syndicats, Olivier Véran ? Mais de quoi parle-t-on ? On parle de personnes qui n'ont pas de travail, qui sont convoqués une fois l'an peut-être pour qu'on leur demande où est-ce qu'ils en sont et qui vivent avec 400 balles par mois. Et nous, on dit en fait, toutes ces personnes-là, on va les accompagner de manière globale, avec un guichet unique. Il y aura une personne quasiment dédiée pour un petit groupe de demandeurs d'emploi qui sont au RSA. On va lever tous les freins. Par exemple, les familles monoparentales, les mères isolées avec enfants qui n'arrivent pas à faire garder leurs enfants et qui disent « moi, je ne peux pas travailler, je dois m'occuper de mes enfants ». Eh bien, on va trouver une solution de garde pour vos enfants. Et on est en train de dire à ces personnes-là, on vous propose une formation, qu'est-ce qui vous intéresse ? Vous voulez devenir boulanger ? Pourquoi pas ? Eh bien, on va vous payer une formation et on va vous accompagner. Et c'est la question de la conditionnalité. Et avant ça, pour que vous soyez sûr, on va vous permettre d'aller passer 18, 30 heures dans une boulangerie, avec une boulangerie qui est ravie de vous accueillir parce qu'elle cherche des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui sont motivés à former. Et donc, on va mettre en relation des entreprises qui recherchent avec des personnes qui recherchent. Excusez-moi, encore une fois, même remarque sur l'immigration, ça s'appelle du pragmatisme et de l'efficacité. Le sujet pointé par les associations, Olivier Véran, c'est la contrainte. La contrainte sur des personnes qui sont déjà dans une grande précarité, dans une grande fragilité. Je vous dire, ma conviction, c'est que notre mécanisme d'accompagnement, quand vous allez chercher quelqu'un en lui disant, écoutez, on va vous sortir de cette misère, on va vous trouver une formation, vous avez une perspective d'avoir un salaire, on va s'occuper des enfants, on va vous aider dans vos démarches sociales, et on va se revoir tous les 15 jours s'il le faut, jusqu'à ce qu'on y arrive ensemble. Il n'y a pas besoin même du levier de la contrainte. Puisque la personne, elle va vous dire, mais moi, c'est ce à quoi j'aspire. Parce mais que vous je ne assumez vis pas bien aujourd'hui avec mes 400 des euros par personnes mois à la se maison. retrouvent sans aucune ressource. Pardon ? Vous assumez
que potentiellement des gens se retrouvent sans aucune je ressource. vous dis que ce que je Qui ne n'assume respectent pas, pas les conditions. c'est qu'on continue d'avoir des centaines de milliers de personnes dans notre pays qui perçoivent une allocation et qui sont laissées pour compte. Et j'en rencontre beaucoup, et qui sont très très éloignés du marché du travail, alors qu'ils ont vocation à travailler, et je considère que l'emploi, c'est la première des solidarités. Olivier Véran, l'affaire aussi qui secoue le gouvernement, c'est celle du fonds Marianne, qui avait été créé après les attentats, l'attentat qui a visé Samuel Paty, fonds qui était destiné à financer des associations dans la diffusion de discours républicains, discours qui feraient barrage aux discours radicaux. Il y a une subvention de 100 000 € qui a été refusée à SOS Racisme, arbitrage de votre collègue du gouvernement, Marlène Schiappa, alors qu'elle disait ne pas être intervenue dans ce dossier. C'est son ancien directeur de cabinet qui l'a dit en commission. Est-ce que Marlène Schiappa est fragilisée par cette affaire? Est-ce qu'elle peut rester à sa position? Est-ce qu'elle peut travailler sereinement? C'est pas à moi de dire, comme porte-parole du gouvernement, si un ministre est fragilisé ou non. Enfin, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu une saisine de l'article 40, qu'il y a une enquête judiciaire qui est en cours pour apporter des réponses en toute transparence. Et c'est normal. Il y a une information judiciaire qui est ouverte. Et c'est tout à fait normal. Il y a eu un rapport de l'inspection générale de l'administration qui a entraîné la démission de monsieur Gravel. Oui, qui est le préfet qui était voilà, et qu'il n'y a pas eu d'incrimination de la ministre dans ce rapport. Donc attendons encore une fois que l'enquête se passe, et les réponses, elles seront, et c'est encore une fois naturel, elle peut travailler sereinement. Marlène Schiappa, en ce moment, elle travaille sereinement. Posez-lui la question. Monsieur le ministre, vous êtes ministre, justement. Quand on est ministre, on est patron de son administration, non? Et on a la charge des dossiers qui sont dans notre portefeuille, oui ou non? Alors, on a la charge des dossiers qui sont dans notre portefeuille. Et on est responsable? On travaille avec l'administration. Ça ne veut pas dire qu'on voit forcément tout passer à hauteur de ministre. Quand j'étais ministre de la Santé, je devais signer des cinquantaines, si ce n'est des centaines d'arrêtés ou de décrets par jour. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut poser lui la question. On lui posera la question. Olivier Véran, merci beaucoup. Porte-parole du gouvernement, invité du 8h30. Bonne journée à vous.